Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est proposé par BPI France Création et qu'on a choisi d'intituler Fiscalité de la micro-entreprise, les clés pour réussir. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Julie Michel, juriste pour le compte de BPI France Création, spécialisée en fiscalité et en droit des affaires, ça tombe bien, c'est le sujet aujourd'hui. Et avec moi, pour présenter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Maître Cécilia Burgot, avocate au cabinet CBLG Avocat, également spécialisée en fiscalité et en droit des affaires, ainsi que Jonathan Cohen, expert comptable dans la société Akazi, petite figure des réseaux sociaux également, et puis deux entrepreneuses, deux micro-entrepreneurs, Lola Doriano, qui est social media manager, et Luna Roudière, créatrice de contenu. Avant de commencer, petit rappel sur l'organisation de ce webinaire. Nous sommes enregistrés et le replay sera disponible dès demain avec le support de présentation sur notre site ainsi que sur YouTube. Le site, vous avez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. En bas à droite de votre écran, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Je vous prierai, si vous le voulez bien, de garder l'onglet chat pour échanger entre vous et puis d'utiliser l'onglet questions si vous souhaitez nous interroger. Dans cet onglet, vous allez également pouvoir liker les questions qui vous intéressent, ce qui permettra un peu d'orienter les questions qu'on va poser à nos experts et à nos entrepreneurs. Au sommaire, aujourd'hui, je propose qu'on attaque. On va parler brièvement parcours d'entrepreneur. On va évoquer le parcours de Lola et Luna dans l'entrepreneuriat et du pourquoi elles ont choisi de devenir micro-entrepreneurs. Et ensuite, on déroulera la fiscalité à proprement parler. Donc, on parlera du régime micro, à savoir quelle catégorie d'imposition choisie. Vous avez sans doute entendu parler d'acronymes un peu barbares, BIC, BNC. On verra comment on fait ce choix. Ensuite, nous verrons comment je vais être imposée concrètement, comment les impôts vont faire. Petit point sur la TVA, qui reste malgré tout le nerf de la guerre. Et puis ensuite, on se posera la question de quid de la sortie du régime micro, quand est-ce que ça se passe, est-ce que ça peut se faire volontairement ou pas, et petite session de questions-réponses, sachant que je rythmerai les interventions des experts et des entrepreneurs, si je vois des questions remonter, bien évidemment. Je propose à Lola et Luna de prendre la main et puis de nous expliquer un petit peu leur parcours, comment elles travaillent, leurs choix, etc. Allez-y les filles. Oui, merci. Merci beaucoup. Mais écoutez, tout simplement, en fait, tout a commencé véritablement, on peut se le dire, l'année dernière, lors de notre dernière année d'études. En fait, on s'est tous rencontrés durant cette promo. Et en fait, pour rentrer un peu plus en détail, c'était un bachelor, en fait, de chef de projet web et stratégie digitale, donc vraiment quelque chose de très centré, en fait, sur ce domaine-là, sur tout ce qui est la communication digitale, tout simplement. Et il se trouve en fait qu'en discutant, en faisant connaissance des uns et des autres, on s'est rendu compte que une passion commune en fait nous réunissait, c'était donc bien la communication digitale, et plus particulièrement pour notre chère île, qu'on se le dise. Et en fait, après une multitude de réflexions, on s'est rendu compte qu'il y avait possiblement quelque chose à faire dans ce milieu-là. Et on avait donc un seul et même objectif, c'était en fait de tenter de développer au mieux les entreprises corses, surtout dans leur identité digitale. Voilà, tout simplement. Donc, on a décidé de créer une entreprise qui n'en est pas une encore pour l'instant, parce que quand on s'est renseigné sur la création d'entreprise, on nous a beaucoup conseillé la couveuse d'entreprise. Donc, on s'est renseigné, on a été dans plusieurs couveuses pour se renseigner, et on a décidé du coup de faire un contrat chacun, parce qu'on est 4 en tout. Là, aujourd'hui, on n'est que 2. Et donc, on a été suivis du coup en couveuse pendant 6 mois. Pour nous, c'était logique, quoi. C'était un organisme qui nous suivait dans cette procédure-là, qui nous accompagnait et qui allait nous guider par la suite. Donc, on a fait les 6 mois en couveuse individuellement, qui s'est très bien passé. Et à la suite des 6 mois, la couveuse nous a conseillé de se lancer en micro-entreprise individuelle.
Donc, c'est ce qu'on a fait et on avait l'opportunité d'être accompagné encore avec les personnes de la couveuse. Donc, pour nous, c'était un plus. Donc voilà, donc on s'est lancé en micro-entreprise il y a peu, il y a maintenant 1 mois. Donc voilà, on débute. On apprend. Parfait. Et alors, du coup, si j'ai bien compris ce que vous évoquiez, effectivement, on vous a recommandé la couveuse parce que ça paraît être la solution la plus simple et la plus rapide. Vous venez de vous lancer, mais vous avez quand même déjà aujourd'hui quelques petites questions qui vous font vous dire que peut-être votre statut pourrait évoluer. Oui, c'est ça. Beaucoup de questions. En fait, de base, on voulait aller directement en SAS ou en SARL. Sauf que ça fait que 6 mois qu'on existe. Et donc, pour nous, la micro, c'était encore une autre étape à faire avant de créer une société plus logique et plus encadrée, parce qu'on a quand même besoin d'accompagnement quand on crée une entreprise. Donc voilà, donc par la suite, oui, on espère créer la société pour tous les 4 ensemble réunis. Mais voilà. Donc vous le prenez vraiment aujourd'hui, la micro, comme une sorte de stade de testing. Alors bien évidemment, la micro n'est pas non plus réservée qu'à ça, je préfère le préciser. Non. On peut aussi choisir de s'épanouir dans son activité en restant micro-entrepreneur. Mais vous, je me permettais de vous poser la question, comme vous travaillez régulièrement à 4, effectivement, je comprends que les questionnements se posent. En tant que micro-entrepreneur toute récente, vous avez dû vous poser normalement des questions qui ont trait à votre fiscalité. On se la pose tous, même quand on n'est pas entrepreneur, mais d'autant plus quand on l'est. Et du coup, ça me permet de passer la parole à Cécilia, qui va commencer par nous éclairer un petit peu sur les catégories d'imposition qui existent. Merci Julie. Effectivement, on va entamer cette deuxième partie de notre webinaire avec le régime micro. Quelle catégorie d'imposition? Donc, on va le voir ensemble. Il existe, alors déjà, on va peut-être poser le cadre. Aujourd'hui, ce qu'on aborde, c'est le sujet donc, de l'entrepreneur individuel qui a fait le choix du régime micro. Et dans ce régime micro, il y a 2 volets. Il y a le régime micro-fiscal, donc tout l'aspect fiscalité dont on va parler pendant ce webinaire. Et il y a le micro-social, qui donc est relatif aux cotisations sociales URSSAF que va verser l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur. Nous, ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est vraiment la personne qui relève des 2 statuts, micro-fiscal et micro-social. Tout ce qu'on va aborder, c'est pour ces personnes-là, ou qui n'y sont pas déjà, mais qui souhaitent choisir ce statut. Et ces personnes, ces micro-entrepreneurs, elles ont l'opportunité d'avoir ainsi une comptabilité allégée. C'est le principe du micro, c'est de simplifier les obligations déclaratives des comptables des entrepreneurs en ne les contraignant pas à tenir une comptabilité comme ont les autres entrepreneurs qui sont sur un régime réel d'imposition. Donc ça, c'était pour poser déjà le cadre de ce que l'on aborde ici, dans cette partie, et de qui va être concerné par notre propos. Donc il y a 2 catégories d'imposition possibles. Le régime d'abord, BIC ou BIC pour certains, donc l'acronyme BIC, BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. C'est donc une catégorie d'imposition pour le revenu que va dégager le micro-entrepreneur et ça va concerner toutes les activités commerciales, industrielles et artisanales. Donc, tout ce qui est du commerce, effectivement, de l'artisanat. Je voyais qu'il y avait une question dans le chat sur l'activité de céramiste. Et bien, effectivement, c'est du BIC. Ça va rentrer dans cette catégorie d'imposition. Et l'autre catégorie, la seconde, c'est le bénéfice non commercial, ce qu'on appelle BNC avec l'acronyme. Et ça va concerner ici les activités de conseil, consulting, profession dite intellectuelle, donc toutes les activités libérales sont concernées par le régime BNC. Donc voilà les 2 catégories possibles. Donc déjà, la première chose à faire pour un micro-entrepreneur, c'est de déterminer quelle va être sa catégorie d'imposition, puisque vous allez le voir ensuite avec les slides à venir, que les seuils d'imposition ne sont pas les mêmes, les taux d'abattement ne sont pas les mêmes et les taux de cotisation sociale non plus. Donc il faut se déterminer dans la bonne catégorie pour qu'en découle un traitement fiscal qui soit approprié. Ensuite, les seuils de chiffre d'affaires, justement, comme je vous le disais, ils vont dépendre de l'activité exercée. Vous le voyez là sur la slide que vous avez sous les yeux, on vous a mis les seuils pour 2025. Il faut savoir que ces seuils évoluent d'année en année avec les lois de finances. Donc, vous avez les seuils applicables depuis le 1er janvier 2025. Pour tout ce qui va être activité commerciale, donc de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, donc denrées alimentaires, on va être sur un seuil à 188 700 € de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour relever du régime micro.
Et pour les activités de prestation de services, on sera à 77 700 €, donc un seuil beaucoup plus bas. Et nous avons un seuil encore plus bas, mis en œuvre depuis janvier 2025, pour les lourds en meublé de tourisme non classés. Eux ont un seuil bien particulier qui est ramené à 15 000 €, donc ce qui a pour conséquence d'exclure un grand nombre de lourds en meublé désormais du régime micro avec cette réforme. En tout cas, les lourds en meublé concernés par ce seuil-là, puisque tous ne le sont pas. Donc, on a vraiment cette attention à porter au respect des seuils qui sont tout de même assez élevés, qui permettent d'avoir un chiffre d'affaires tout de même conséquent sans être contraint de passer au régime réel. Et bien souvent, dans les cas qu'on peut rencontrer, ce qui entraîne un changement de régime, ce n'est pas nécessairement le dépassement du seuil, en tout cas pas les seuils pour les catégories d'imposition BIC et BNC, c'est plutôt le constat peut-être d'un besoin, d'avoir un besoin de comptabilité au réel parce que trop de charges, le souhait de se développer, d'embaucher, ce genre de choses. Et donc, ce n'est pas toujours le seuil sur lequel il faut avoir plus d'attention, mais c'est globalement le fonctionnement de son entreprise et l'opportunité ou pas de se tenir à ces seuils-là et de rester au micro. Ensuite, pour justement être au micro, donc il y a effectivement ces seuils à ne pas dépasser, bien évidemment, donc qui sont propres aux activités. Et on le voit pour les activités mixtes. Les activités mixtes, c'est pour les personnes qui vont à la fois faire de la prestation catégorisée en BNC et d'autres ventes qui vont être catégorisées en BIC. Donc du commerce et de l'activité de conseil, le tout chez un même entrepreneur, chez un même micro-entrepreneur, une même personne fournit ces deux types d'activités à ses clients. Et dans ces cas-là, ce qui va devoir s'imposer à ces personnes-là pour rester au régime micro, c'est de remplir cumulativement, donc à la fois le seuil de chiffre d'affaires global de 188 700 €, mais également pour toute leur activité de prestation de service, de ne pas excéder dans leur chiffre d'affaires les 77 700 € propres à l'activité BNC. Donc là, il y a un double seuil à respecter finalement pour que sur une activité mixte, on puisse à nouveau continuer à prétendre au micro. Donc, si les seuils qu'on vient de citer sont respectés par notre micro-entrepreneur, il va relever alors d'office du régime dit micro-fiscal. Mais bien entendu, c'est un régime de plein droit qui peut être, auquel il va pouvoir renoncer. Il va pouvoir y renoncer en se plaçant de lui-même, par choix, sous le régime dit réel d'imposition, qui est l'autre régime. Il faut savoir qu'il y a deux régimes possibles d'imposition, le micro ou le réel. Le micro, c'est le respect de ces seuils-là et un fonctionnement fiscal qu'on va évoquer juste après, qui est simplifié. Et le régime réel d'imposition, c'est l'obligation, là, cette fois, de tenir une comptabilité en bonne et due forme, de ne plus être tenu à aucun seuil de chiffre d'affaires. Le régime réel, il n'y a aucun seuil à respecter, mais ça impose des contraintes administratives dans la gestion de la comptabilité notamment. Et ça permet toutefois, le régime réel d'imposition, d'avoir une base d'imposition qui va être déterminée selon un montant réel, donc chiffre d'affaires moins charge relative à l'activité, alors que le régime micro, il repose sur un fonctionnement totalement différent puisqu'il repose sur le fait qu'on va payer de l'impôt sur un chiffre d'affaires diminué d'un abattement. Ce taux d'abattement va varier selon la nature de l'activité. On va le voir juste après. Donc, le choix entre les deux régimes d'imposition, il doit être fait pour chaque entrepreneur, bien entendu, en fonction de sa situation propre. Quel chiffre d'affaires il attend, quel est son prévisionnel, quel montant de charge il va devoir engager pour mener à bien ses activités, et aussi qu'est-ce qu'il veut en termes de couverture sociale, puisqu'en matière de micro, on est donc au micro-social avec une protection sociale, couverture sociale qui va être moindre que ce qu'on pourrait avoir au régime réel. Donc, chaque entrepreneur doit se poser la question du régime qui sera le plus approprié au regard de son activité, au regard de ses objectifs financiers, mais pas uniquement financiers, de sa situation globale, fiscale, sociale et personnelle. Et donc, si on fait un petit focus sur le micro-social que j'évoquais rapidement, donc le micro-social, c'est le paiement des cotisations sociales qui sont dues sur le chiffre d'affaires pour le micro-entrepreneur. Donc, elles sont encaissées par l'URSSAF, ces cotisations sociales, et le montant de celles-ci va varier, là aussi, en fonction du type d'activité. Vous le voyez, tout est centré sur la nature de l'activité que va avoir le micro-entrepreneur. Donc, on le voit, là, les taux varient entre 12,30% jusqu'à 24,80% pour les prestataires de services autres que les prestations de services commerciales et artisanales. Et donc, ça va être prélevé par l'URSSAF sur le montant du chiffre d'affaires que va déclarer le micro-entrepreneur. Donc, il va faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle auprès de l'URSSAF pour
s'acquitter de ses cotisations. Et ces cotisations lui permettent, bien entendu, d'avoir une couverture sociale en face, d'avoir une couverture maladie, retraite, etc. Donc, le micro-social, c'est extrêmement simplifié. Vous déclarez à l'URSSAF votre chiffre d'affaires. L'URSSAF vous appelle des cotisations sur la base de ce taux, des taux que je viens d'indiquer, et vous avez acquitté vos obligations en matière sociale. Voilà le fonctionnement du régime micro-social. Avant qu'on passe à la suite, Cécilia, j'ai déjà, et puis Jonathan, bien évidemment, relevé certaines questions. Alors, on a beaucoup de questions sur j'ai tel type d'activité, je suis énergéticienne dans des catégories. Alors, on ne peut peut-être pas répondre pour toutes les activités, mais on me demandait comment on peut savoir de manière fiable qu'on est en BIC ou en BNC. Alors là, je vais me permettre de répondre directement. Déjà, vous le saurez quand vous allez faire votre immatriculation. Le guichet unique va vous demander de taper votre activité et vous fera des propositions. Vous avez également un outil de l'URSSAF qui est très bien fait, qui s'appelle le choix du code APE, me semble-t-il. Cherchez ça sur Google. C'est pareil, c'est un outil qui, avec de l'autogénération, donc vous tapez ce que vous faites, ça va vous proposer des codes APE. Et quand vous déployez le code APE, tout en bas, on vous dit est-ce que vous êtes libéral réglementé, non réglementé, BNC, BIC, on vous donne tous ces détails-là. Donc voilà deux outils, en tout cas très officiels, qui vous permettent de cibler BNC ou BIC. D'autres questions étaient très intéressantes. C'est Jonathan, Cécilia, est-ce que vous avez un exemple de ce qu'est une activité mixte? On me dit, voilà, un exemple d'activité qui pourrait être à la fois du BIC ou du BNC. Est-ce que vous avez ça en tête? Cécilia, vas-y. Mais sinon, effectivement, on a les activités qui vont faire des prestations de services. Et dans le cadre de cette prestation de service, je ne sais pas, réparation d'ordinateur, vont aussi vendre du matériel informatique. Et donc ça, en fait, on le voit dans plein d'activités différentes où on a une activité de conseil-prestation et en même temps, on va vendre des produits qui sont généralement attachés à cette prestation. Donc voilà. On voit ça beaucoup dans l'artisanat aussi, il me semble, non? Tout ce qui va être les chauffagistes, etc. Effectivement, beaucoup dans l'artisanat, dans la partie aussi, je ne sais pas, jardinage par exemple, parce que du coup, parfois, on a des prestations de jardinage et puis on va vendre aussi également des plantes, enfin voilà, de la matière directement. Donc c'est ça, toutes les activités mixtes. Alors là, j'ai une question pour Lola et Luna. Pour clarifier votre situation, quelqu'un vous demande, vous aviez dit que vous étiez en micro-entreprise, or vous êtes associé et pourtant vous avez le statut micro. Est-ce que vous êtes vraiment associé légalement aujourd'hui? Non, vu qu'on a le statut de micro-entreprise, de micro-entrepreneur chacune, pour l'instant, nous ne sommes pas associés. Tout à fait. Nous avons 2 factures, en fait, quand nous travaillons avec un client de façon individuelle, quoi. C'est ça. Chacune vend sa prestation de service au client. Même si vous collaborez sur le projet final, chacune vend sa prestation. Tout à fait. Cécilia, une petite question qui revient souvent et je pense que l'URSSAF n'y est pas pour rien parce qu'ils gardent l'ancienne graphie sur leur site. On me demande quelle est la différence entre un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur. Alors, d'un point de vue fiscal et social, il n'y en a pas. C'est le même. Pour moi, le terme recouvre la même personne. On emploie l'un et l'autre. On emploie l'un et l'autre pour parler de la même chose. C'est ça. Et puis, dernière question qui est aussi intéressante et très pratique. On me demande, au moment de faire sa déclaration URSSAF, je pense que c'est quand tu parlais du micro-social tout à l'heure, on me demande qu'est-ce que tu veux dire par chiffre d'affaires réellement encaissé? Alors oui, c'est ça, c'est le chiffre d'affaires perçu, encaissé par l'auto-entrepreneur, tout à fait. Donc pas le facturer, on est d'accord. On peut très bien facturer le 20 du mois, si ce n'est pas encaissé, ce n'est pas à déclarer sur le mois suivant. Exactement, voilà. C'est ça. À l'inverse du régime, de d'autres régimes d'imposition où là, on ne tient pas compte de l'encaissement, mais uniquement de la facturation. Le propre des micro-entrepreneurs, c'est que c'est uniquement le chiffre d'affaires encaissé qui va être pris en compte. Parfait. Maintenant qu'on a un peu débroussaillé BIC, BNC, ces histoires de seuil, brièvement le régime social, je vais passer la parole à Jonathan qui va vous expliquer un peu en pratique, maintenant qu'on sait dans quelle catégorie on doit être imposé, comment le fisc va venir vous imposer. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'essaye aussi de répondre aux questions directement par écrit. Voilà, je mets quelques notes, donc je ne sais pas si vous les voyez, mais donc, essayez d'aller les voir. Effectivement, un des gros sujets de la micro-entreprise, ou en tout cas des grosses possibilités, c'est ce qu'on appelle le régime d'imposition. En tout cas, le régime d'imposition d'un point de vue fiscal.
Et il faut avoir en tête qu'il y a deux fonctionnements, même si très souvent, on est un peu focus sur ce fameux prélèvement libératoire, mais donc c'est ce qu'on appelle une option prélèvement libératoire. Mais pour être imposé fiscalement, ça veut dire sur quoi vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Donc, soit vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires après un abattement. Et donc ça, c'est le régime fiscal de la micro-entreprise. Et donc, c'est les différents abattements qui ont été listés, là, que vous voyez, 71, 50, 34, 30% du CA, et dont en fait, dont ça dépend de l'activité que vous exercez. Quand vous êtes en prestation de service conseil, vous avez 34% d'abattement sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déclarez donc, je sais pas, 10 000 euros donc, effectivement de chiffre d'affaires à l'impôt sur le revenu, donc vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu tous les ans, vous allez avoir ce chiffre d'affaires-là qui va être reporté sur votre déclaration d'impôt sur le revenu et vous allez avoir 34% d'abattement. Et donc, ce qui signifie que sur 6 600 euros, vous allez payer ce qu'on appelle de l'impôt sur le revenu au barème progressif. Et donc, ça, c'est le fonctionnement du régime fiscal classique de la micro-entreprise. Et de l'autre côté, vous avez une possibilité pour opter ce qu'on appelle au prélèvement forfaitaire libératoire. Et donc, j'expliquerai juste après comment ça fonctionne. Ayez en tête, point important, ce chiffre d'affaires-là, c'est un abattement forfaitaire qui va prendre en compte toutes les charges que vous avez votre activité. Très souvent, on a eu des questions sur OK, mais qu'est-ce que je fais des cotisations sociales que j'ai déjà payées? Donc, les fameux 24%, 24,6% que vous avez payé, par exemple, si vous êtes en prestation de service, elles sont déjà comprises dans l'abattement forfaitaire. Donc, quand vous faites votre calcul du régime microfiscal, et c'est souvent là où on a des gens qui basculent de la micro-entreprise, ils considèrent que ce n'est plus forcément adapté, parce qu'ils se rendent compte dans leur activité qu'ils ont en fait des charges beaucoup trop importantes par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, ça peut se poser aussi la question, là, Lola, vous en parlez tout à l'heure quand vous êtes à plusieurs, mais effectivement, sur la répartition des chiffres d'affaires, la répartition des frais et des dépenses que vous pouvez avoir. Et donc, on ne peut pas, au régime de la micro-entreprise, déduire des charges. C'est le grand principe du régime de la micro-entreprise, du régime micro-fiscal. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le prélèvement ou le versement forfaitaire libératoire. Donc, juste pour rappeler comment ça fonctionne, ce régime du forfait libératoire. Donc là, vous n'allez non plus déclarer votre chiffre d'affaires avec un abattement sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. On en reviendra sur la typologie, sur la partie de déclaration. Mais en fait, vous allez payer l'impôt sur le revenu directement au moment de vos cotisations sociales. Quand vous payez les cotisations sociales à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois, vous allez en plus payer le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu directement. Et donc, ça va être directement sur votre chiffre d'affaires et non pas sur le chiffre d'affaires avec l'abattement. Très souvent, quand on a très peu de chiffre d'affaires, se pose la question de dire OK, j'ai pris le prélèvement libératoire et en fait, je me rends compte que je suis non imposable. Et donc, c'est un vrai sujet parce que du coup, les gens se retrouvent à payer de l'impôt sur le revenu alors qu'en fait, ils ne devraient pas payer l'impôt sur le revenu et ils auraient plutôt dû choisir l'abattement forfaitaire. Il y a une possibilité quand vous êtes sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, il y a une case qui s'appelle la case 8UY qui est, on va dire, assez connue quand vous faites cette erreur du prélèvement libératoire dans les deux sens, qui vous permettent de corriger justement les erreurs que vous avez pu faire au moment du choix de votre création du régime sur le versement libératoire. C'est toujours possible de la corriger sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas parce que vous payez de l'impôt sur le revenu avec votre déclaration URSSAF que vous n'avez rien d'autre à faire sur la partie impôt sur le revenu. Donc voilà, deux distinctions, abattement forfaitaire ou prélèvement libératoire. Et donc payer, c'est le principe de la micro-entreprise. Donc il y a un calcul à faire directement. Donc voilà, on rappelait les conditions pour opter au prélèvement libératoire et comment ça fonctionne sur le régime d'imposition. Un point qui est important à avoir en tête, et pour le coup, là, on a eu pas mal de problématiques et effectivement, il y a un certain nombre de micro-entrepreneurs qui se sont fait contrôler a posteriori sur ce sujet-là et qui ont eu un redressement. Juste pour expliquer pourquoi, c'est que le prélèvement libératoire, en tout cas l'option au prélèvement libératoire, elle est conditionnée. Elle est conditionnée à un niveau de revenu que vous avez perçu en N-2. C'est un peu technique, hein, mais il y a les seuils qui sont disponibles directement sur tous les sites d'information publique. Retenez que pour une personne célibataire, si vous avez déclaré plus de 28 000 euros globalement, le montant est un peu plus faible, mais plus de 28 000 euros d'impôt, enfin de revenus, vous n'êtes pas éligible au prélèvement libératoire. Et donc, c'est là où, en fait, il y a plein de gens qui ont opté pour le prélèvement libératoire parce qu'ils se disaient que c'était hyper intéressant, parce qu'ils faisaient la première année 100 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Et ils disaient, mais c'est génial, je paye que 1% d'impôt, ou 2%, voilà, globalement, et c'est beaucoup plus faible que ce que je devais payer en termes d'imposition l'année précédente. Mais en fait, ils n'avaient pas la possibilité d'opter
sur le prélèvement libératoire. Et donc, les impôts vont venir faire une correction, un redressement là-dessus. Et donc, c'est pour ça aussi, encore une fois, sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de corriger en disant « Ok, j'ai fait une erreur lorsque j'ai créé le régime, j'ai opté pour le prélèvement libératoire, mais je n'y avais pas le droit. Comment je fais pour corriger cette partie-là ?» Donc voilà, là, on vous a remis les différents taux du versement de forfait libératoire. Donc, c'est les activités de vente de marchandises 1% et 2,2% sur la partie prestation de services conseils relevant des activités BNC. Et donc voilà, ça, c'est le taux du versement libératoire. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre revenu fiscal. Et ça, c'est une règle qui est souvent oubliée. N'oubliez pas d'aller vérifier ce point-là. Parce qu'en fait, alors sauf si ça a changé récemment, mais normalement, quand vous optez pour le prélèvement libératoire sur le site des impôts, on ne peut plus le modifier ensuite. Donc voilà, je pense qu'il y en a peut-être qui ont rencontré cette difficulté. Et donc, ça passe par la correction sur la partie déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, on vous a remis des points effectivement sur le prélèvement libératoire et comment ça fonctionne. De dire de ne pas oublier de faire quand même votre déclaration d'impôt sur le revenu. C'est un point qui est important. Normalement, comme vous avez déclaré votre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois, tous les 3 mois, automatiquement sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, les informations sont récupérées par l'administration fiscale et votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel 2042 est pré-remplie. Mais revérifiez quand même systématiquement le chiffre d'affaires. Si vous travaillez, point important sur la partie de déclaration d'impôt sur le revenu, parce que pareil, on l'a beaucoup vu, si vous travaillez avec différentes plateformes, il y a eu pas mal de questions sur quel chiffre d'affaires je dois déclarer, le TTC, le hors-taxe, etc. À partir du moment où vous n'êtes pas à la TVA, on parle de chiffre d'affaires hors taxe directement. Donc ça, c'est un point qui est important. Au-delà de cette partie-là, faites attention de déclarer votre chiffre d'affaires brut. Donc c'est un sujet quand on est en micro-entreprise. Les commissions que vous avez versées ou tous les frais que vous pouvez avoir, ça ne vient pas réduire votre chiffre d'affaires. C'est tout le principe de la micro-entreprise régime fiscal. On est basé tout le temps sur le chiffre d'affaires directement. Donc, voilà, on fait un comparatif entre les avantages, entre l'abattement et le versement libératoire. Encore une fois, avantage, inconvénient, si vous y avez le droit, j'insiste parce que c'est vraiment une erreur qu'on voit beaucoup. Si vous n'avez pas le droit, pas le choix, c'est l'abattement forfaitaire. Là, l'avantage, inconvénient du régime, ce sera plutôt est-ce que vous restez au régime de la micro-entreprise ou vous sortez du régime de la micro-entreprise. Mais voilà, pour vous permettre d'avoir en tête de comment ça fonctionne sur ces deux parties-là. J'ai vu qu'il y a quelques questions. Avant qu'on attaque, Jonathan, sur la TVA, on a eu quelques questions. Alors, quelqu'un qui est un peu perdu, et je peux le comprendre, ce n'est pas toujours des notions faciles mais vraiment, c'est quoi le prélèvement libératoire? Je me permets de compléter ce que tu disais. En fait, la différence que vous devez garder en tête, c'est le prélèvement libératoire. Alors, je schématise un peu, mais c'est le fait de se dire, je me débarrasse d'une corvée, si vous voulez. C'est de dire, je choisis, alors avec tous les alertes, toutes les alertes que vous a indiqué Jonathan sur attention si vous n'êtes pas imposable, etc. Ça peut être pas forcément une bonne solution. Mais c'est le fait de dire que quand tous les mois ou tous les trimestres, vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes à l'URSSAF, en même temps, vous prélèvez l'impôt. Vous devez faire votre déclaration d'impôt annuelle, mais vous êtes prélevé. Pas de régularisation, l'impôt est payé, c'est terminé, on n'en parle plus. Le régime classique, ça vous oblige à mettre en place un acompte de prélèvement à la source auprès des impôts, à faire votre déclaration et puis peut-être à avoir une régule en septembre de l'année suivante. Donc, soit vous aurez pas suffisamment versé puis vous devrez compléter le montant de votre impôt, soit vous aurez trop versé. J'espère avoir été plus claire dans les précisions sur la différence entre les deux. Maintenant, j'avais des questions pour vous, Jonathan ou Cécilia, toujours liées à ce que vous venez d'aborder. On a beaucoup de questions sur... on a bien compris l'abattement forfaitaire en fonction du choix de l'activité, pas de problème, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Vraiment, qu'est-ce qui est pris en compte? Est-ce que, par exemple, je peux déduire mes trajets en train à côté? Je peux répondre, effectivement. Alors, si vous prenez l'abattement, si vous relevez du régime micro, vous ne pouvez rien déduire. C'est ça l'enjeu. C'est qu'il n'y a aucune charge qui va être déductible en plus de l'abattement auquel vous êtes éligible en fonction de votre activité. Donc, peu importe le montant de vos charges, en fait, vous ne bénéficierez que de cet abattement. C'est là où, bien souvent, entre les cotisations sociales, les différentes dépenses qu'on peut engager dans le cadre de son activité, parfois, l'abattement, il n'est pas suffisant pour couvrir toutes les charges. Et donc, le micro-entrepreneur, finalement, il est lésé puisqu'il va être imposé sur une base plus élevée que sa base réelle s'il avait choisi un régime réel d'imposition. C'est ça l'enjeu. Donc, aucune déduction, c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Vous vous contentez de l'abattement. Exactement, c'est ça. Et juste pour repréciser aussi, parce que du coup, les gens se disent, OK, je prends sur l'activité de conseil, j'ai
34% d'abattement et 24% de cotisation sociale. Donc, si j'ai plus de 10% de charge, a priori, le régime n'est pas comment dire, favorable pour moi. Il faudrait que je change de régime. N'oubliez pas que si vous changez de régime et vous êtes, par exemple, au régime EURL, qui est souvent le statut qui est favorable pour les entrepreneurs ensuite, là, la base de cotisation sociale ne sera plus la même. Et le montant des cotisations sociales ne seront plus les mêmes aussi également. C'est des cotisations qui sont dégressives, de 50 à 20%, dégressif, mais on est plutôt aux alentours des 40-45%. Donc, le calcul, il n'est pas juste, OK, j'ai 10% de charges liées à mon activité, ce n'est pas intéressant, il faut que je sorte du régime. Ce n'est pas ça exactement le calcul qu'il faut faire. Ouais. Il y avait une question aussi sur comment savoir si le versement forfaitaire, enfin le prélèvement forfaitaire et libératoire est intéressant ou pas, et comment on sait si c'est mieux pour soi. Le mieux, en fait, c'est de faire une simulation. Concrètement, c'est d'aller sur le site des impôts et de faire une simulation de calcul d'impôt avec ou sans, pour voir ce que ça donne concrètement. Et si vous voulez vérifier que si vous y avez le droit, encore une fois, vous prenez votre revenu d'imposition. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de débat, de l'année N-2, et vous vérifiez. Regardez, il y a des tranches différentes en fonction de si vous êtes célibataire, en couple avec des enfants. Les tranches évoluent, et donc vous avez juste à vérifier ça. Si vous êtes en dessous, il n'y a pas de problème, vous y avez le droit. Si vous êtes au-dessus, vous n'y avez pas le droit. Et donc, il y a une question qui est revenue très souvent, et là, ça réappuie ce que vous venez de dire tous les deux. On nous demande, mais oui, mais si je prends le versement forfaitaire, du coup, je n'ai pas l'abattement lors de la déclaration annuelle. Non, en fait, c'est vraiment deux régimes distincts. C'est d'un côté, vous avez le régime classique avec l'application d'un abattement pour couvrir vos charges, et on s'arrête là. Ou alors, vous avez le versement libératoire, mais là, il n'y a pas d'abattement d'appliquer. On vous prend un pourcentage de votre chiffre d'affaires pour régler vos impôts, et c'est terminé. Donc, il y a bien cette distinction-là. Après, j'avais une question beaucoup plus générique, mais que je trouvais intéressante et que je pose à nos experts. On nous demande, d'accord, est-ce que j'ai le droit d'être micro en société? C'est-à-dire, je monte une SARL, est-ce que je peux relever du régime micro? Alors, non. Je réponds avant, j'ai répondu sur la question aussi directement. On a très souvent cette question-là de cumul d'activités et comment c'est possible. Il ne faut pas oublier que la micro-entreprise, c'est un sous-régime, c'est le régime de l'entreprise individuelle. Donc, on est entrepreneur individuel avec un statut micro-fiscal et surtout micro-social. Le régime micro-social, c'est payer des cotisations sur son chiffre d'affaires. Mais on reste ce qu'on appelle le régime des indépendants avec un statut particulier, où il y avait potentiellement un sujet sur la retraite, notamment pour certaines activités, et c'est pour ça que les cotisations sociales ont augmenté. Et comme on est au régime, ce qu'on appelle micro-social des indépendants, on ne peut pas en plus être au régime réel des indépendants. On ne peut pas cumuler une URL, une SARL, ce qu'on appelle un statut de gérant TNS, travailleur non salarié régime des indépendants, avec la micro-entreprise. Si on veut cumuler une micro-entreprise avec une société, il faut se mettre généralement en SAS ou en SASU pour avoir cette maîtrise-là. Attention, parce que généralement, quand on fait ça, alors c'est pas pour une question de fraude ou de méconnaissance, mais souvent, c'est pour essayer d'optimiser un peu mieux le pourcentage des cotisations et de distribution, on va dire, de répartition du chiffre d'affaires. Si on crée une double activité, on a une activité micro-entreprise ou société, c'est parce qu'on a vraiment bien deux activités distinctes et qu'on a deux projets différents. Et donc, c'est cohérent d'un point de vue juridique. On n'est pas dans un mécanisme d'abus de droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas un même client et on lui fait payer un peu sur sa micro, un peu sur sa SASU, parce que sur la SASU, qu'est-ce qu'on fait? On passe les charges et les frais à ces activités-là. Ça, c'est un abus de droit et de la fraude, et en cas de contrôle, vous ferez redresser. Voilà, je préfère le préciser parce que les gens ont bien compris qu'en société, quand on est au régime réel, on pouvait déduire des charges, mais donc la contrepartie, c'est que le chiffre d'affaires lié à l'activité passe là-dessus. Voilà. La précision est importante, clairement. Autre question, on nous demande, est-ce que le versement libératoire, ça concerne aussi les cotisations sociales? La réponse est non. On est vraiment sur de la fiscalité pure et dure. C'est le versement libératoire, il va vous être prélevé par l'URSSAF. Donc, en fait, au moment où vous allez déclarer votre chiffre d'affaires ou vos recettes, que les cotisations vont être prélevées par l'URSSAF, ils vont prélever le VFL qu'ils vont ensuite reverser aux impôts. Mais non. Mais dans tous les cas, le régime micro est un régime simplifié qui est différent du régime TNS habituel où on fait une avance de cotisation et où il y a une régule en fin d'année. En micro, vous êtes prélevé au niveau des cotisations sociales sur ce que vous déclarez. Donc, il y a un pourcentage, vous déclarez votre chiffre d'affaires, on vous prélève le pourcentage qui correspond à votre activité. Si vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires à un mois donné, vous déclarez dans la case 0, vous aurez un prélèvement de cotisation sociale égal à 0. Donc, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'histoire de libératoire, on vous prélève en fonction de ce que vous déclarez.
On est sur des choses un peu spécifiques parce que vous pouvez, par exemple, choisir de passer ce qu'on appelle les cotisations sociales minimales pour avoir une protection sociale minimale, parce que ça peut arriver que dans le cadre de l'activité d'un micro, peut-être pendant plusieurs mois, on ne génère pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez faire ce choix-là. Néanmoins, si vous faites ce choix-là, vous allez basculer dans le régime des TNS classiques, donc vous allez perdre le bénéfice du micro social. Donc, tout ça, c'est des projections à faire et des calculs, et puis aussi prendre conseil pour savoir comment choisir. Mais non, pour répondre à la question initiale, le PFL, on est vraiment sur la fiscalité, on n'est pas sur vos cotisations sociales. Je vous propose qu'on avance sur la TVA maintenant. Cécilia, c'est à toi. Très bien, merci. Alors, gros sujet, effectivement, que la TVA, surtout qu'elle a fait l'objet de débats parlementaires et d'une réforme en début d'année qui finalement a été abandonnée, donc on va y revenir. Alors, la franchise en base de TVA, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de faire en sorte que certains entrepreneurs, donc là, ça concerne justement les micro-entrepreneurs, puissent bénéficier d'une exonération de TVA, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas collecter de TVA sur leur facturation et ils ne vont pas pouvoir, en contrepartie, déduire la TVA sur leurs dépenses. Hein, c'est ça le principe. La franchise en base de TVA, c'est je ne collecte pas, je ne facture pas avec TVA, donc j'envoie des factures en exonération de TVA, en franchise, ça s'appelle une franchise, hein, avec le terme technique. On vise bien un dispositif propre qui est l'article 293B du CGI qu'on va mentionner sur sa facture pour faire état au destinataire de la facture qu'on sera en franchise en base de TVA et qu'il n'a pas du coup à en acquitter et que du coup il n'a pas à en déduire aussi en contrepartie. Il faut savoir que le principe de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt qui repose sur le principe d'un cycle et qui veut que c'est uniquement le consommateur final qui supporte le coût de la TVA. Entre assujettis, entre entreprises, dans un cycle de production, les entreprises récupèrent la TVA sur les dépenses qu'elles acquittent. Le auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur, lui, il ne récupère pas cette TVA parce qu'il n'en collecte pas. Donc, il est mis de côté en matière de traitement de TVA. Il a cette particularité-là. Et donc, il va aussi avoir un avantage concurrentiel en quelque sorte, puisqu'il va avoir possibilité d'avoir une marge plus importante ou d'avoir des tarifs un peu moins élevés que ses concurrents qui, eux, rentreraient dans le champ de la TVA, ils seraient soumis. Donc, la TVA, on va pouvoir être en franchise de TVA, là aussi en respectant certains seuils qui, vous allez le voir, sont beaucoup plus bas que ceux que l'on connaît en matière de chiffre d'affaires pour la fiscalité sur le revenu. Là, le seuil, il va être de 85 000 pour les activités de négoce et les activités de prestation d'hébergement et de 37 500 € pour les entreprises qui font de la prestation de service. Donc, vous voyez, beaucoup plus bas que les 77 700 € qu'on évoquait avant. Donc, ce seuil, il est donc en place depuis le 1er janvier 2025. Là aussi, soyez attentifs, hein, puisque chaque année, les seuils sont susceptibles d'évoluer avec les lois de finances. Donc, il faut quand même y porter attention. Et il faut donc s'assurer que son chiffre d'affaires réalisé sur l'année va être inférieur à ce seuil-là en fonction de son activité, de manière à rester dans le principe de la franchise et ne pas collecter de TVA, de ne pas en facturer à ses clients. Si le seuil est dépassé, que se passe-t-il? À ce moment-là, la franchise en base va pouvoir continuer à s'appliquer pour l'année du dépassement, à la condition que ce qu'on appelle le seuil majoré, donc un seuil un peu plus élevé, ne soit, lui, pas dépassé. Ce seuil majoré, donc, il est de 93 500 pour les activités de négoce et de prestations d'hébergement et de 41 250 € pour les prestataires de services et les autres activités en vente à consommer sur place, notamment. Donc, ces seuils, dans ces cas-là, si le seuil majoré est dépassé par le micro-entrepreneur, ça signifie que l'année suivante, en N+1, à partir du 1er janvier de l'année suivante, il ne pourra plus relever du régime de la franchise en base de TVA. Il devra facturer avec TVA parce qu'il aura dépassé en cours d'année le seuil majoré. Donc, attention au respect des seuils. Le premier seuil qui permet une tolérance, qui permet d'aller jusqu'au seuil majoré. Et si le seuil majoré est dépassé, à ce moment-là, attention à la facturation de la TVA qui doit intervenir à compter de la date de dépassement. D'accord? Donc, il faut chaque année s'assurer de respecter ces seuils et bien entendu, faire attention au fait que, parce que j'ai déjà rencontré le cas, si vous dépassez le seuil une année, le seuil majoré, j'entends, et que vous passez en TVA, vous ne passez pas en TVA pour les mois restants sur l'année civile. Vous passez en TVA pour le reste de votre activité et vous ne repasserez pas sous le seuil l'année suivante, vous ne repasserez pas en franchise de TVA l'année suivante en N+1. Ce n'est pas un seuil qu'on apprécie d'année en année, pour chaque année, mais bien une fois qu'il est dépassé, le régime de la franchise est perdu.
Donc, s'il est perdu, le régime de la franchise en base, à ce moment-là, facturation de la TVA dès cette date-là. Avant, c'était à compter du premier jour du mois de dépassement. Désormais, c'est à la date du dépassement, ce qui évite d'avoir à corriger des factures s'il y en avait déjà eu dans le mois. Hein, ça obligeait l'entrepreneur à corriger sa facturation. Du coup, je vais juste poursuivre. Oui, sur la dernière loi de finances, c'est un élément important. La loi de finances qui a été votée en février dernier, donc février 2025, elle contenait une disposition qui avait pour objectif de ramener le seuil de la franchise en base de TVA pour tous les entrepreneurs à 25 000 € et de fixer un seuil majoré à 27 500 €. Cette loi de finances qui a donc été votée au regard de l'impact qu'a eu cette mesure, de l'émoi que ça a pu susciter chez les micro-entrepreneurs, le gouvernement a décidé de repousser son application. D'abord de le repousser son application jusqu'en juin de cette année, et finalement, au vu de l'insécurité que ça crée chez les micro-entrepreneurs, il a été décidé de reporter cette application, possiblement, ou de l'annuler complètement, on verra ce qui va en être, et la décision sera prise en 2026. Donc, on repousse la réforme et l'abaissement du seuil à 25 000 € à 2026, et il est possible aussi que ça soit complètement abandonné, cette réforme, et qu'on reste sur le seuil que je vous ai annoncé en premier lieu pour les micro-entrepreneurs. Donc, la réforme qui chamboulait un peu tout le régime et qui faisait ressortir du régime de la franchise de nombreux auto-entrepreneurs a été abandonnée, donc pas d'inquiétude pour cette année. Pour 2025, tout le monde peut être serein et s'en tenir au seuil prévu initialement. Et on va pouvoir prendre les questions sur cette thématique TVA. Alors déjà, j'avais une question pour nos entrepreneurs. Je me demandais, vous, comment vous positionnez. Alors, vous êtes toute nouvelle entrepreneur, donc vous n'avez peut-être pas encore encaissé beaucoup de chiffre d'affaires, mais est-ce que, parce que Cécilia l'évoquait, on peut changer de régime, même si à la base, on est en franchise, si on a des frais importants, on peut choisir. Vous placez comment, vous, par rapport à ça aujourd'hui, dans votre activité? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou la franchise vous convient pour le moment? Pour l'instant, ça nous convient. Après, c'est sûr que voilà, on sait que on est prévu pour évoluer, donc on sait qu'à un moment donné, on va pas pouvoir rester en micro éternellement, et que donc on va forcément à un moment donné passer le seuil et devoir payer de la TVA. Ouais. Donc c'est quelque chose que vous envisagez du coup. Ah, oui, bien sûr. Alors, pour nos experts, j'avais plusieurs questions, beaucoup de questions sur les variations de chiffre d'affaires pour ce qui concerne précisément la franchise en base de TVA. Comme tu évoquais tout à l'heure en disant si on dépasse le seuil majoré, on bascule tout de suite à la TVA et on n'apprécie pas l'exemple que tu donnais, le compteur ne redémarre pas à zéro tous les ans, c'est-à-dire que voilà, on dépasse le 5 novembre, on paye de la TVA jusqu'au 31 décembre, puis au 1er janvier, on repasse en franchise. Du coup, ça semble inquiéter quelques entrepreneurs qui me disent, mais du coup, si l'année suivante, je repasse sous les seuils, ça veut dire que plus jamais j'ai le droit à la franchise? Comment ça se passe dans un cas comme ça? Alors, il y a un délai, en fait, à apprécier. Donc, j'ai plus en tête le mécanisme exact en termes de passage de l'un à l'autre, mais il est possible, il me semble, de mémoire, il est possible à un moment ou à un autre. Alors, il faudrait déjà ramener son seuil de chiffre d'affaires en deçà. En général, si c'est une évolution progressive, on peut s'attendre à ce qu'elle soit maintenue quand même, cette évolution de chiffre d'affaires, et que le chiffre d'affaires évolue de manière positive, et donc qu'on dépasse toujours finalement au titre des exercices suivants ce seuil de franchise. Mais sinon, si l'activité est ramenée en deçà, on diminue son activité ou on a moins d'opportunités, il me semble qu'il y a, je ne sais pas si Julie, tu as le détail, mais il me semble qu'on peut repasser, mais pas nécessairement immédiatement en fait. Il y a une période de temps, voilà. Il y a une période de temps où on va de toute façon être soumis à TVA. Et j'ai envie de vous dire, une fois que vous y avez été soumis, c'est-à-dire que vous avez facturé et déduit, repasser en franchise, bon, c'est encore un nouveau changement, la fin de la comptabilité, enfin la fin du suivi de comptabilité en matière de TVA, ce n'est pas forcément opportun, c'est quand même à réfléchir. Alors, j'avais une petite question aussi, je pense que l'expert comptable qui est Jonathan va y répondre très clairement. On me dit, du coup, si je pense être en franchise, on est bien d'accord, je ne facture pas de TVA à mon client. Oui, c'est le concept. Ouais. C'est le concept parce qu'il y a un principe, alors qui n'est pas du tout drôle, mais quand même un peu en fiscalité, c'est que si vous facturez de la TVA, même si vous n'y êtes pas soumis, vous devez la reverser. Puisque en tant qu'entreprise, vous êtes collecteur pour le compte de l'État. Donc, ce n'est pas de l'argent qui doit atterrir dans vos poches, si je peux parler comme ça. Donc, faites bien attention.
Oui, exactement. Faites pas les erreurs. On a vu effectivement aussi pareil, un certain nombre de clients qui ont fait plein de factures avec TVA. Ils disent je me suis trompé, j'étais en franchise. Oui, tout à fait. Et voilà, toute TVA facturée est due au Trésor. Il nous le rappelle à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas de tolérance là-dessus. Et je réinsiste bien sur ce que disait Cécilia également. Quand on est en franchise en base de TVA, on doit le mentionner clairement sur sa facture. Hein. Donc on met TVA non applicable, article 293B du CGI de mémoire. C'est pour ça. Vraiment voilà, que vos factures soient d'équerre vis-à-vis de vos clients, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis de l'administration fiscale en cas de contrôle. Et vous pouvez sortir du régime de la TVA tout en restant micro, BIC ou BNC. Hein. C'est-à-dire que la sortie de la franchise en base de TVA n'a pas d'incidence sur votre statut micro-entrepreneur pour l'aspect impôt sur le revenu. Là, Cécilia parle aux plus anciens d'entre nous qui ont connu l'époque où les deux étaient liés. Donc, quand on perdait le micro, on perdait la franchise et inversement, effectivement, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est décorrélé. Et je crois que Lola et Luna avaient une question à poser, elles aussi, à nos experts. Je les ai vus lever la main. Dites-nous tout. Oui. Question peut-être très bête, mais comment est-ce que c'est à nous, en tant que micro-entrepreneurs, de faire nos calculs, ou est-ce qu'on a une vision de notre chiffre d'affaires qui évolue pour justement savoir si on dépasse le seuil ou pas? Donc, à savoir, est-ce que l'administration doit vous alerter si vous dépassez le seuil? Ouais. Je laisse ou est-ce que c'est à nous Alors, c'est vous qui faites le travail. Très clairement, personne d'autre le fera à votre place. Non, l'administration ne vous alertera pas. Alors, elle pourra vous alerter, du coup, mais ça veut dire que c'est un contrôle. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si nous alerte, généralement, si elle vous alerte, c'est parce qu'elle a compris que vous devez de l'argent et que vous devez le faire. Mais non, c'est à vous de le faire. Okay. Un point sur la franchise, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'angoisse autour de cette franchise de TVA. Et juste pour rappeler aussi également que n'oubliez pas que effectivement collecter la TVA, ça peut considérer comme fastidieux, mais bon, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent pour vous faciliter cette partie de suivi justement du dépassement de seuil et de sujet de la TVA. Mais n'oubliez pas que si vous avez des clients, il y a une distinction entre le B2C et le B2B. N'oubliez pas que le fonctionnement de la TVA, c'est que si d'un côté, vous allez ce qu'on appelle collecter de la TVA, de l'autre côté, vous allez pouvoir aussi ce qu'on appelle déduire la TVA. Vous allez pouvoir récupérer la TVA sur toutes vos dépenses. On voit très souvent des micro-entrepreneurs qui n'ont que des clients entreprises et qui démarrent dès le départ, mais ils font 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires, et qui se disent c'est très bien, je reste sous le mécanisme de la franchise, mais qui en fait ont un certain nombre de dépenses. Alors déjà, le régime fiscal de la micro-entreprise fait qu'on ne peut pas déduire ces dépenses-là de son chiffre d'affaires, mais si en plus vous restez sous le mécanisme de la franchise alors que potentiellement ce serait plus intéressant pour vous de collecter la TVA, parce que vous allez récupérer de la TVA, je pense notamment sur un matériel informatique, ça va assez vite en fait. Tous ceux qui sont dans la partie créa ou globale ont souvent un matériel informatique important. Si vous mettez ce qu'on appelle assujetti à la TVA, vous allez aussi de l'autre côté pouvoir récupérer la TVA, même si vous ne déduisez pas les dépenses, que ce soit des immobilisations ou des charges du matériel informatique ou des petites dépenses de votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos dépenses. En contrepartie, effectivement, il faut la facturer à vos clients. Mais si vos clients sont des entreprises, dans le grand principe, c'est qu'une entreprise peut récupérer la TVA sur ses dépenses. Donc, excepté les entreprises qui sont dans l'éducation, la formation, la santé, où on va dire ils sont exonérés de TVA par principe, et donc eux ne peuvent pas récupérer la TVA. Toutes les entreprises classiques récupèrent la TVA sur les dépenses. Donc, que vous facturez 2 000 euros hors taxe, 2 400 euros TTC, c'est juste un décalage de trésorerie pour elle, mais les 400 euros, l'État va lui rendre. Donc, ça peut être potentiellement très intéressant pour vous d'être au régime de la TVA, d'être assujetti à la TVA dès le premier euro et de ne pas attendre le dépassement de la franchise. Et donc, avant d'embrayer sur la dernière partie, il y avait une question qui revenait aussi souvent qui est liée au calcul des seuils. On me disait, oui, mais du coup, comme on apprécie par rapport à l'année dernière, etc., quand je me lance, comment je fais? Ce qui est assez simple, et j'ai répondu en direct par écrit à certains d'entre vous, mais quand on se lance, d'office, vous êtes en franchise en base de TVA, puisque vous n'avez pas de point de comparaison ni de point de référence par rapport à l'année passée. Et ensuite, on nous dit, les autres années, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait ça à partir du 1er janvier ou on fait à partir de la date de création de la société? Jonathan, tu me corriges si je me trompe, mais on est sur de l'année civile en micro. Donc, on fait 1er janvier, 31 décembre. Hein. On est toujours sur l'année civile en micro-entreprise.
Au regard de l'heure, je vous propose qu'on attaque la dernière partie sur quid du sortie du régime de la micro, une partie qui va intéresser, je pense, également Lola et Luna qui se posaient des questions au début de webinaire sur le fait justement de travailler régulièrement à plusieurs sur les mêmes contrats. Et est-ce que c'est intéressant? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des événements dans la vie d'une entreprise qui font qu'on perd la micro? Je laisse nos experts nous alerter là-dessus. Ok, donc on va effectivement partir du régime, parler de la sortie du régime de la micro-entreprise, donc un sujet effectivement qu'on connaît bien. Alors, effectivement, il y a toujours deux possibilités. Soit, en fait, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'on appelle le statut. Je vais commencer par celui-ci, c'est le statut involontaire. Vous avez dépassé les seuils du régime de la micro-entreprise, c'est les seuils qu'on évoquait, hein, plus haut, en fonction des activités de vente de marchandises, activités mixtes ou activités de conseil, 2 années consécutives. N'oubliez pas que c'est 2 années consécutives. On a plein de gens qui nous disent j'ai fait 100 000 € cette année, il faut que je me dépêche vite, il faut que je change, etc. Parce qu'en fait, je n'ai pas le choix, je passe au régime réel. C'est 2 années consécutives. Alors, point important là-dessus, ce n'est pas parce que vous n'avez pas dépassé 2 années consécutives que ce n'est pas pertinent pour vous de changer de régime. Donc ça, c'est notre sujet, on va passer sur la partie volontaire. Mais involontairement, à partir du moment où 2 années de suite, vous dépassez les seuils, vous n'avez pas le choix, par année civile, hein, encore une fois, vous devez obligatoirement basculer au régime réel. On verra comment ça fonctionne. Et après, il y a une autre possibilité, effectivement, c'est de faire une démarche volontaire. Donc, c'est soit de basculer directement au régime réel, donc basculer sous un régime entreprise individuelle, régime réel, ou changer d'activité, donc soit arrêter, soit transformer ce qu'on appelle sa micro-entreprise en société. Et on va parler de ça juste après. Effectivement, quand vous vous rendez compte que vous avez donc soit un chiffre d'affaires important et que vous n'avez pas, c'est généralement là où on fait les calculs bascules, hein, c'est que si vous avez un chiffre d'affaires important, vous n'avez pas le prélèvement forfaitaire libératoire et vous avez juste l'abattement forfaitaire, par exemple, de 34% sur les activités de prestation de services, et que vous avez des charges qui sont inhérentes avec l'activité, mais qui commencent à être importantes, vous vous rendez compte que le régime de la micro-entreprise n'est pas du tout intéressant parce qu'en fait, vous payez beaucoup plus d'impôts sur le revenu. Ou en fait, vous vous retrouvez potentiellement, comme Luna et Lola, sur des sujets d'association. On va dire en tout cas, le régime de la micro-entreprise n'est plus adapté parce que vous avez besoin de vous mettre à plusieurs dans un projet d'activité. Et ce n'est pas forcément qu'une question de chiffre d'affaires, mais c'est une question de statut juridique, en tout cas de projet de société, par définition, projet d'association. Et dans ce cas-là, une micro-entreprise, on ne s'associe pas en micro-entreprise. Donc, on va sortir pour des questions de statut juridique de ce régime-là. Et donc, vous avez effectivement besoin d'être en société. Donc, soit vous vous dites que vous restez ce qu'on appelle en entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle, encore une fois, hein, c'est le régime général de la micro-entreprise. Et donc, vous n'allez plus avoir ce qu'on appelle de régime micro-fiscal ou micro-social qui vont s'appliquer. Et donc là, comment ça va fonctionner, la sortie du régime, en tout cas l'entreprise individuelle? Vous allez vous retrouver à avoir droit à 2 régimes d'imposition, et je vais en reparler juste après parce que c'est la même chose en société. Soit vous avez fait le choix de vous dire, OK, en fait, il faut que je bascule en société directement. Et donc là, pareil, il y a quelques zones d'attention, mais c'est-à-dire, OK, vous allez fermer votre micro-entreprise à n'importe quel moment et ouvrir une société. Et j'expliquerai 2-3 points d'attention sur ce sujet-là. Que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, ce qui va se passer derrière, c'est que vous allez basculer sur un régime réel d'imposition et en fonction de l'entreprise individuelle ou de la société, vous allez avoir le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ça, ce n'est possible que quand vous êtes, encore une fois, sous un régime réel d'imposition. En micro-entreprise, vous êtes toujours à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, derrière, il va y avoir une question de choix du régime fiscal. Est-ce que vous prenez l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés? La grosse distinction qui doit être faite, généralement, c'est que l'entreprise individuelle qui est à l'impôt sur le revenu ou une société qui est à l'impôt sur le revenu, il faut avoir en tête que la totalité de ce que vous allez gagner sur une année, que le cash soit laissé dans la structure ou sur votre compte bancaire, ça n'a pas d'impact. La totalité sera imposable à l'impôt sur le revenu sur votre année, sur l'année civile. C'est toujours sur une année civile. Il n'y a pas de possibilité de décaler de la rémunération, décaler la trésorerie, de ce qu'on appelle piloter sa stratégie de rémunération d'un point de vue fiscal à titre personnel. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez gagner, tout le résultat de votre année va être imposé à l'impôt sur le revenu. À l'impôt sur les sociétés, c'est différent.
on va regarder vraiment, d'un point de vue impôt sur le revenu, ce que vous allez sortir de la société en termes de rémunération. Voilà, c'est ça les grosses distinctions. Sur le fonctionnement du régime réel, pour le coup, c'est quasi identique. On prend toujours la même chose. On va prendre votre chiffre d'affaires, en tout cas tout ce qu'on appelle les produits imposables, tout ce que vous allez facturer qui va rentrer dans les caisses de votre société. On va enlever, du coup, comme on va pouvoir déduire toutes les charges qu'on appelle les charges fiscalement déductibles. Le mot fiscal a son importance, hein, parce que, vous vous doutez bien, si je précise ça, c'est parce qu'il y a des charges qui ne sont pas déductibles fiscalement. Il y a un certain nombre de dépenses aussi où vous allez penser que vous allez pouvoir diminuer votre chiffre d'affaires d'un seul coup et avoir un résultat plus faible. Ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a certaines dépenses qui vont être ce qu'on appelle des immobilisations, des investissements. Ce n'est pas parce que ça diminue votre trésorerie que ça diminue aussi votre résultat fiscal. Là, on rentre vraiment dans une comptabilité, une fiscalité un peu plus complexe. C'est généralement là où on se fait accompagner par des experts comptables, des avocats fiscalistes sur les différents sujets. Mais c'est ça les grosses distinctions entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés et les distinctions. Juste avant de parler et de prendre les questions-réponses, je voulais juste donner 2-3 zones d'attention sur le point 2, qui est de fermer sa micro-entreprise et passer en société. Il faut faire un peu attention à cette partie-là, parce que très souvent, il y a des points particuliers. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez une micro-entreprise qui tourne bien, qui a développé, je sais pas, un site e-commerce avec une certaine valeur, et qui a des contrats en cours, qui a une trésorerie, un stock ou autre que ce soit, vous ne pouvez pas juste dire « je ferme ma micro-entreprise », c'est très simple, j'ouvre une société, je transfère du cash ou autre quoi que ce soit, et je récupère tous les contrats et le chiffre d'affaires, et je change juste le compte bancaire. Ça ne marche pas comme ça, ça vous met à risque fiscalement sur ce sujet-là. Et donc, vous n'allez pas avoir d'autres possibilités, si vous voulez reprendre ce qu'on appelle tous les contrats en cours, le stock, la trésorerie, de faire ce qu'on appelle un transfert de votre fonds. C'est comme un fonds de commerce ou un fonds libéral, si vous êtes en prestation de service, de votre micro-entreprise à votre société. Et vous avez 2 possibilités de le faire. Soit vous passez par une cession de votre fonds à votre société, soit par un apport du fonds à votre société. C'est un peu technique, mais retenez en tête que on ne fait pas un peu n'importe quoi quand on veut passer de société, de micro-entreprise à société, si la micro-entreprise a une réelle activité, du cash, de la valeur et qu'il y a des points importants dessus. Ça peut vous mettre à risque. Voilà. Alors, pourquoi, je me permets, Jonathan, d'intervenir, pourquoi Jonathan vous alerte là-dessus, et il a raison de le faire, c'est parce que quand on fait ce genre de manipulation, de montage juridique, ou en tout cas de transformation, il y a une valorisation à faire et les impôts vont venir taxer. Donc, c'est en cela qu'il vous dit, voilà, on ne prend pas l'argent d'un compte A pour le mettre sur un compte B, on crée la société et terminé. Non, il y a des déclarations à faire et il y a une fiscalité qui va s'appliquer. Donc, faites bien attention et faites-vous accompagner. Pour le coup, sur ce genre d'opération, ça reste très important. Questions-réponses, on a beaucoup de questions diverses et variées qui touchent un peu à toutes les pans. Je vous propose pendant 2-3 minutes qu'on y réponde. Là, j'en ai une qui est du coup assez rapide. On nous demande pour niveau URSSAF pour les cotisations, c'est mieux mensuel, c'est mieux trimestriel. À ça, il n'y a pas de réponse pertinente à vous donner, ça dépend de vous. Si vous êtes en situation de chômage, donc si vous êtes inscrit à France Travail, on va vous demander de vous actualiser tous les mois. Donc, on conseille en général, quand vous montez votre micro en étant à côté au chômage, de faire plutôt une déclaration mensuelle, puisque quand vous allez vous actualiser à Pôle emploi, on va vous demander un justificatif URSSAF pour témoigner de est-ce que vous avez encaissé du chiffre d'affaires ou pas. C'est quand même beaucoup plus simple d'être raccord URSSAF et France Travail pour les avances d'ARE, etc. Mais là, il n'y a pas de réponse qui serait universelle de vous dire c'est mieux mensuel ou trimestriel. Les 2 options existent parce que ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Autre question. Alors là, je pense que c'était lié à Jonathan, ce que tu as dit tout à l'heure sur les comptes bancaires. On nous dit, si je suis en micro, est-ce que je peux verser une partie du chiffre d'affaires comme salaire sur mon compte bancaire personnel? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, il n'y a pas de problématique. Hein. La problématique pour les impôts, hein, c'est est-ce qu'il y a eu une imposition? En micro-entreprise ou en régime même d'impôt sur le revenu, c'est le même sujet, tout ce que vous gagnez sur une année sera imposable. Donc, que ça aille sur le compte bancaire pro ou perso, ça ne change rien. Tout va devoir déclarer à l'impôt sur le revenu. Donc, en micro-entreprise, vous pouvez vous verser très librement du compte pro au compte perso. De toute façon, ça sera imposable. C'est ça. On peut peut-être préciser sur le compte bancaire. Alors oui, ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un compte dédié à son activité. Moi, en tant qu'avocate qui gère des contentieux fiscaux, je vous dirais que ça peut quand même être
préférable pour qu'en cas de contrôle, vous n'ayez qu'à produire ces relevés de compte, le relevé du compte dédié à votre activité et pas vos relevés perso. Sinon, l'administration et la fiscale a accès à tous ces éléments-là et s'il y a eu des flux qui ne sont pas justifiés, vous risquez des redressements. Donc, j'invite quand même fortement à dédier un compte à l'activité pour des raisons de, voilà, en cas de contrôle, alors, pouvoir fournir les éléments plus facilement. Cette précision est importante parce que Cécilia vous parle de compte bancaire dédié. J'ai vu passer dans le forum question les banques qui vous poussent peut-être parfois à prendre des comptes pro. Sachez qu'un compte bancaire pro, c'est un compte bancaire sur lequel la banque va ajouter des services pro, l'aide au recouvrement de créances par exemple, donc qui sont pour eux des services facturables. Donc ça ne veut pas dire que vous devez impérativement ouvrir un compte bancaire professionnel, mais un compte bancaire distinct de votre compte personnel est préférable. Et là, je pense qu'on est tous d'accord, on a tous vu passer des contentieux fiscaux où l'administration avait un peu de mal à faire le distinguo entre ce qui relève de l'entreprise et du perso. Et puis, au-delà de ça, c'est que si vous, en cas de contrôle, ça lui donne une visibilité, si vous voulez, sur tout ce qui transite par votre compte bancaire personnel également. Donc, ça peut attirer son attention sur votre situation personnelle et déclencher un second contrôle, cette fois-ci personnel. Perso, exactement. Et alors là, du coup, il y a une question sur le chat, mais qui rejoint une question que Lola et Luna souhaitaient poser à nos experts sur la nécessité de se faire accompagner. Je crois, les filles, que vous posez une question sur est-ce qu'il faut… je vous laisse la poser peut-être directement. Oui. On sait que la facilité, enfin, le statut de micro-entrepreneur, c'est aussi la facilité parce que du coup, on n'a pas besoin de comptable mensuellement. On n'a pas de bilan à faire, tout ça. Mais est-ce que c'est pas préférable, par exemple, pour déclarer ses impôts, ou peut-être une fois par an ou une fois tous les 6 mois, de contacter un comptable pour faire un peu le point avec lui, de se faire accompagner, pas mensuellement, mais de temps à autre, en fait. Oui, je vais répondre du coup. Mais donc, sur la partie accompagnement, il y a effectivement des experts comptables qui proposent un accompagnement micro-entrepreneur à la carte mensuellement. Alors, généralement, la problématique, elle intervient très souvent sur la partie TVA. C'est là où vraiment les experts comptables interviennent. Avant le dépassement du seuil de la franchise, l'accompagnement est plus limité. Il y a un vrai sujet d'accompagnement sur est-ce que le statut est vraiment adapté. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Il y a plein de gens qui se lancent en micro-entreprise et en fait, ce n'est pas du tout pertinent pour eux. C'est un très bon statut pour tester pas mal de choses. Mais donc, c'est là où il y a un accompagnement ponctuel pour vérifier ça. Après, à partir du moment où il y a la TVA qui se met en place, souvent, il y a des experts comptables qui peuvent intervenir pour accompagner, pour faire les déclarations de TVA à la place des entrepreneurs. Et après, une fois par an, oui, alors là, c'est là où les experts comptables et les avocats fiscalistes interviennent pour faire un point sur la partie déclaration d'impôt sur le revenu, revérifier que tout a bien été déclaré. Notamment, c'est souvent quand il y a des problématiques complexes de multi-activités, activités mixtes ou encaissement de chiffre d'affaires sur des multiplateformes. C'est là où ça commence à devenir un peu compliqué et où en fait, il n'y a pas les bons chiffres, les bons seuils qui sont pris en place. Donc là, c'est un accompagnement ponctuel qui est fait seulement sur la partie de déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Et alors, il y a une question qui est intéressante, on s'éloigne un peu du sujet, mais peut-être Cécilia, tu pourras nous en dire deux mots. J'ai quelqu'un qui s'inquiète de la protection de son patrimoine personnel en tant que micro, puisque micro-entrepreneur, on l'a dit plusieurs reprises, est un entrepreneur individuel. En micro, l'entreprise, c'est vous. Donc, comment je protège mon patrimoine? C'est surtout pour que tu nous dises éventuellement deux mots depuis 2022, comment ça se passe, puisqu'on a eu une réforme en fait de cela en 2022. Oui, tout à fait. Bon, après, comme tout entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur, il a une responsabilité dans le cadre de son activité. Et du coup, il y a une protection qui est assurée pour la résidence principale, donc qui est insaisissable sans qu'on ait désormais à faire la démarche. Avant, on devait faire une déclaration spécifique pour cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais effectivement, après, comme tout entrepreneur, il y a une responsabilité s'il y a des dettes dans le cadre de l'activité. Il peut y avoir… alors attention surtout à ce que quand vous êtes entrepreneur, attention à ce que vous acceptez comme garantie, si vous avez notamment des emprunts, quelle garantie vous donnez en fait face à ces emprunts, s'il y a des cautions personnelles ou non. Enfin, tout ça, en fait, chaque dossier est différent et de ce qui a été accepté. Parfois, les entrepreneurs n'ont pas conscience de ce qu'ils ont consenti comme garantie et de en quoi ça pourrait affecter leur patrimoine personnel.
Mais sinon, après, sur la réforme de 2022, je ne sais pas ce que tu voulais que je précise exactement, Julie. C'était ça, en fait. C'est qu'avant, on avait des déclarations d'affectation de patrimoine à faire, des choses très précises pour protéger ces éléments de patrimoine. Aujourd'hui, on a une distinction qui a été faite très clairement dans le code, dans les textes de loi, qui viennent dire qu'on a vraiment deux patrimoines distincts. Il y a le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Après, il y a toujours des exceptions en droit français, sinon c'est pas marrant. Et voilà, vous avez certains créanciers qui, eux, peuvent se servir sur les deux patrimoines, quels qu'ils soient. L'URSSAF et les impôts sont les premiers concernés pour certaines impositions ou quand ils soupçonnent qu'il y a des fraudes qui ont été commises, etc. Eux peuvent venir se servir sur les deux patrimoines. Vous avez aussi, vous, la possibilité, ce que disait Cécilia, de renoncer en disant, voilà, un créancier vous dit, moi, je veux bien te prêter de l'argent, mais en échange, tu prends une hypothèque sur ta résidence. Là, c'est à vous de voir. Vous aurez renoncé volontairement à la protection de votre patrimoine. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas de... Avant, on avait quand même un formalisme assez lourd avec des déclarations pour bien alerter ces créanciers que ce bien-là en particulier, une résidence secondaire, par exemple, on ne pouvait pas la toucher pour rembourser les dettes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Petit aparté également, mais Cécilia l'a dit aussi, c'est que vous restez comme un entrepreneur responsable quoi qu'il arrive. Donc là, on parle d'une situation où tout se passe relativement bien, mais vous restez, en cas de faute de gestion, responsable. Donc, potentiellement, on peut venir vous chercher personnellement si vous avez fait n'importe quoi avec l'argent d'entreprise. Donc voilà, attention. Ceux qui viendront vous chercher en premier lieu, c'est l'administration fiscale et l'URSSAF, très clairement. Exactement. Alors, on a répondu, je pense, à la majorité des questions. J'ai eu beaucoup de questions sur l'accompagnement, ce qui me permet de faire une transition de l'accompagnement, vers qui je peux me tourner. Alors, bien évidemment, vers des professionnels tels que Cécilia ou Jonathan, avocats, experts comptables qui sont en première ligne pour cela. Vous avez aussi pas mal de ressources documentaires sur le site de BPI France Création. Vous pouvez aller consulter. On a un peu de tout. On va avoir des contenus dits experts, donc des fiches techniques sur des points très précis. Par exemple, la protection sociale d'un micro-entrepreneur, on va avoir une fiche dédiée. On fait beaucoup de contenu chaud, d'interviews d'experts, d'actualités, de témoignages. Et on a un outil qui s'appelle le Pass-Créa, qui est un outil entièrement gratuit. Je vous mettrai un QR code après si vous souhaitez je vais même vous le mettre maintenant. Si vous souhaitez le télécharger, le créer. Donc, c'est un parcours qu'on a structuré en 10 étapes où on est plutôt sur la phase anté-création. Donc, ça va vous aider à préparer votre pitch, à monter votre business plan, etc., etc. Vous trouverez aussi dans ce Pass-Créa les liens vers les réseaux d'accompagnement qui peuvent vous aider en fonction de votre profil et de votre région d'installation. Sachant qu'on a des réseaux d'accompagnement qui sont partenaires de BPI et qui sont un peu spécialisés sur plusieurs secteurs. On a des réseaux très généralistes et puis on va avoir des réseaux dédiés aux femmes, des réseaux dédiés aux entrepreneurs qui rebondissent, c'est-à-dire qui ont déjà monté une première structure qui, malheureusement, s'est soldée par un échec et qui ont besoin de faire autre chose. Donc, on a tout ça. Et sachant que, bien sûr, les informations qui sont dans ce Pass-Créa vous sont personnelles, hein, elles ne sont pas utilisées pour autre chose. Et puis, vous aurez également dedans un coffre-fort numérique qui vous permet, par exemple, si vous montez un business plan avec cet outil-là, de stocker votre business plan dans ce coffre-fort numérique. Et puis, dernière chose, avant de vous laisser aller déjeuner, Big, notre événement Big revient cette année. Ce sera le 23 septembre 2025 à l'Accor Arena à Paris. C'est un événement gigantesque, son nom le laisse supposer. Vous êtes bien évidemment tous et toutes invités. Et puis pour ça, il suffit juste de vous inscrire. Hein, c'est gratuit. Ça se passe toute la journée. Vous avez des conférences, vous avez des ateliers, vous avez un nombre impressionnant de professionnels, d'experts, les experts BPI, mais d'autres hein, sont là. Beaucoup d'entrepreneurs, puisque c'est un salon qui est dédié à ça. Donc ça vous permet d'échanger, de faire de discuter avec l'environnement entrepreneurial et bien évidemment, on vous invite à vous inscrire dès maintenant pour avoir votre entrée et puis pouvoir venir nous rencontrer directement. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je réitère, même si Virgile s'est chargé de l'expliquer à de nombreuses reprises, le replay sera disponible dès demain sur notre site et sur YouTube avec le support de présentation. Merci à tous de nous avoir suivis et puis merci à nos experts et nos entrepreneurs d'avoir été avec nous pour partager leurs retours, leur expertise, leurs inquiétudes aussi parfois. Et je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.